Hamelin, petite ville allemande, il y a longtemps. Un soir, une jeune fille, Elsa, entendit une musique étrange près de sa fenêtre, suivie d'un rire étouffé. Alors que son petit frère et ses parents dorment à poing fermé, Elsa met du temps à trouver le sommeil, inquiète. Mais le lendemain matin, les cris de sa mère retentirent dans toute la maison. Son petit frère, Hans, n'était plus dans son lit. Il avait disparu. À partir de ce jour, de nombreuses disparitions furent de cette ville une énigme terrifiante. Retour sur l'affaire des disparus de Hamelin. Nous sommes en 1284 et cette petite ville pittoresque nichée au cœur de l'Allemagne était un lieu où le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Ses ruelles pavées, bordées de maisons à colombages, aux façades colorées, serpentaient entre les places animées et les échoppes artisanales. La rivière Weser, qui traversait la ville, reflétait les clochers des églises et les toits d'ardoise, ajoutant une touche de sérénité à ce tableau idyllique. Les habitants, fiers de leur héritage, vivaient au rythme des saisons, entre les marchés hebdomadaires où s'entassaient les paniers de fruits frais, les fromages locaux et les pains dorés, et les fêtes traditionnelles qui rassemblaient toute la communauté. Les enfants, insouciants, jouaient dans les ruelles, leur rire résonnant comme une mélodie familière. Mais cette tranquillité fut brisée un matin d'automne, lorsque le jeune Friedrich, un garçon de 10 ans aux cheveux blonds et aux yeux curieux, disparut sans laisser de traces. Friedrich était parti chercher du pain à la boulangerie, comme il le faisait chaque matin depuis que ses parents lui avaient confié cette tâche pour lui apprendre la responsabilité. Ce jour-là, cependant, il ne revint jamais. Ses parents, d'abord inquiets, puis paniqués, parcoururent la ville en tous sens, interrogeant voisins, amis et passants. Personne n'avait vu Friedrich après qu'il eut quitté la boulangerie, où la boulangère, Frau Schneider, se souvenait pourtant l'avoir servi comme d'habitude. Les heures passèrent, puis les jours, et Friedrich demeura introuvable. Les rumeurs commencèrent à circuler, d'abord discrètes, puis de plus en plus insistantes. Certains habitants parlaient d'un individu étrange, vêtu d'une cape sombre, qui avait été aperçu près des ruelles obscures, non loin de la boulangerie. D'autres évoquaient une mélodie étrange, un air de flûte qui semblait flotter dans l'air les soirs de brume. Les parents de Friedrich, épuisés par l'angoisse, supplièrent les autorités locales d'agir, mais celles-ci, peu habituées à de telles situations, semblaient dépassées. Quelques jours plus tard, une seconde disparition vint confirmer les pires craintes des habitants. Lina, une fillette de 8 ans, aux tresses rousses et au sourire timide, ne rentra pas chez elle après l'école. Ses camarades se souvenaient l'avoir vue quitter la cour de récréation en chantonnant, mais personne ne put dire ce qui lui était arrivé ensuite. La panique s'installa alors dans la ville. Les parents, terrifiés, gardèrent leurs enfants à l'intérieur, verrouillant portes et fenêtres dès la tombée de la nuit. Les rues, autrefois animées, devinrent désertes et une atmosphère pesante enveloppa Hamelin. Les autorités, sous la pression croissante des habitants, organisèrent des patrouilles et lancèrent des recherches approfondies. Les bois environnants furent fouillés, la rivière draguée, mais aucune trace des enfants ne fut retrouvée. Les jours passant, les rumeurs prirent une tournure plus sombre. Certains évoquaient une malédiction, d'autres parlaient d'un enlèvement orchestré par une secte mystérieuse. Mais une histoire revenait sans cesse, murmurée dans les tavernes et sur les places publiques, celle du joueur de flûte, un personnage légendaire qui, selon la tradition, avait autrefois emmené les enfants de Hamelin en guise de vengeance. Les plus anciens se souvenaient de cette légende, racontée par leurs grands-parents. Il y avait bien longtemps, Hamelin avait été envahi par des rats, et un homme étrange s'était présenté, promettant de débarrasser la ville des rongeurs en échange d'une somme d'argent. Les habitants avaient accepté, mais une fois les rats disparus, ils avaient refusé de payer. En guise de punition, l'homme avait utilisé une flûte ensorcelée pour emmener les enfants, qui n'avaient jamais été revus. Cette histoire, longtemps considérée comme un simple conte, prenait soudain une résonance terrifiante. Les disparitions se multiplièrent au fil des semaines, plongeant Hamelin dans un climat de terreur. Chaque nouvelle disparition semblait suivre le même schéma. Un enfant partait pour une course banale, ou jouait près de chez lui, et ne revenait jamais. Les témoignages, bien que fragmentaires,
convergeaient vers des éléments troublants. Une silhouette encapuchonnée, une mélodie envoûtante, un rire étouffé dans l'obscurité. Les parents, désespérés, se tournèrent vers l'église, organisant des processions et des prières collectives, mais rien n'y fit. Un soir, une jeune fille, Elsa, affirma avoir entendu une musique étrange près de sa fenêtre, suivie d'un rire étouffé. Le lendemain, son frère jumeau, Hans, avait disparu. La peur devint palpable et les rues de Hamelin se vidèrent à la tombée de la nuit. Les commerces fermèrent plus tôt, les fenêtres restèrent closes et même les chiens semblaient aboyer moins fort, comme s'ils sentaient eux aussi la présence d'une menace invisible. C'est dans ce contexte que le commissaire Karl Weber, un homme méthodique et rationnel, fut envoyé de Berlin pour diriger l'enquête. Weber, connu pour son esprit vif et son dévouement, arriva à Hamelin avec une équipe de policiers déterminés. Il commença par interroger les familles des disparus, recueillant des témoignages troublants. Plusieurs enfants avaient mentionné un homme en noir avant de disparaître, et certains parents parlaient d'une mélodie étrange qui semblait attirer leurs enfants comme un aimant. Weber, bien que sceptique face aux éléments surnaturels, ne pouvait ignorer ces similitudes. Il ordonna une surveillance accrue des rues et des alentours de la ville, tout en fouillant les archives locales pour comprendre l'origine de la légende du joueur de flûte. C'est alors qu'il découvrit un fait troublant. Un siècle plus tôt, une série de disparitions similaires avait eu lieu, et les archives mentionnaient un homme mystérieux qui jouait de la flûte. Weber sentit que la clé de l'affaire se trouvait dans ce passé obscur, mais il ne pouvait encore imaginer à quel point cette histoire allait le plonger dans un abîme de mystère et de terreur. Les disparitions se multiplièrent au fil des semaines, plongeant Hamelin dans un climat de terreur insidieuse qui s'infiltrait dans chaque foyer, chaque conversation, chaque pensée. Les enfants semblaient s'évaporer dans l'air, sans cri, sans lutte, comme s'ils avaient été ensorcelés par une force invisible. Les rumeurs, d'abord chuchotées à voix basse, prirent une tournure plus sombre et plus insistante, évoquant une présence maléfique qui rôdait dans les ruelles obscures et les recoins sombres de la ville. Un vieil homme, Heinrich, un berger solitaire qui passait ses journées à surveiller ses moutons près de la rivière Weser, prétendit avoir vu une silhouette étrange près des berges, un soir de pleine lune. Il décrivit un homme vêtu d'une longue cape noire, le visage dissimulé par une capuche, tenant une flûte ancienne dont les notes mélodieuses semblaient flotter dans l'air comme un appel irrésistible. Heinrich, bien que terrifié, avait suivi la silhouette à distance, mais celle-ci s'était évanouie dans la brume, laissant derrière elle un silence oppressant. Ce récit rapporté aux autorités fut d'abord accueilli avec scepticisme, mais il prit une dimension plus inquiétante lorsque d'autres témoignages similaires commencèrent à affluer. Une jeune mère, Frau Müller, raconta avoir entendu une mélodie étrange près de la fenêtre de la chambre de son fils, quelques heures avant que celui-ci ne disparaisse. Elle décrivit une musique envoûtante, presque hypnotique, qui semblait provenir de nulle part et partout à la fois, comme si elle flottait dans les airs. Son fils, un garçon de 7 ans, nommé Matthias, avait été attiré par cette musique, se levant de son lit et marchant vers la fenêtre comme en transe. Frau Müller, paniqué, avait tenté de le retenir, mais il avait glissé entre ses doigts, disparaissant dans la nuit sans un cri. Les autorités, débordées par l'ampleur de la crise, tentèrent de maintenir l'ordre, mais la peur était désormais palpable dans chaque rue, chaque maison. Les parents gardaient leurs enfants sous étroite surveillance, verrouillant portes et fenêtres dès la tombée de la nuit, tandis que les rues, autrefois animées, devenaient désertes et silencieuses. Les commerces fermaient plus tôt, les églises organisaient des veillées de prière, et même les animaux semblaient ressentir l'angoisse qui planait sur la ville. Les chiens aboyaient sans raison apparente, les chats se cachaient dans les recoins sombres, et les oiseaux semblaient avoir déserté les arbres. Les habitants, désespérés, se tournèrent vers les anciennes légendes,
cherchant une explication à ces événements inexplicables. C'est alors que la légende du joueur de flûte ressurgit, racontée par les anciens, avec une gravité qui glaçait le sang. Selon la tradition, il y avait plusieurs siècles, Hamelin avait été envahi par des rats, et un homme étrange s'était présenté, promettant de débarrasser la ville des rongeurs en échange d'une somme d'argent. Les habitants, désespérés, avaient accepté, et l'homme avait joué de sa flûte, attirant les rats hors de la ville et les noyant dans la rivière Weser. Mais une fois le travail accompli, les habitants avaient refusé de payer, reniant leurs promesses. En guise de vengeance, l'homme avait utilisé sa flûte ensorcelée pour emmener les enfants de la ville, qui n'avaient jamais été revus. Cette histoire, longtemps considérée comme un simple conte, prenait soudain une résonance terrifiante, et les habitants commencèrent à croire que le passé hantait à nouveau Hamelin. Les disparitions continuèrent, chaque nouvelle victime semblant confirmer la malédiction. Weber, bien que troublé par ces récits, se concentra sur une piste concrète, retrouver l'homme qui se faisait passer pour le joueur de flûte. Il découvrit qu'un ancien habitant de Hamelin, un musicien nommé Klaus, avait été chassé de la ville des années plus tôt après avoir été accusé de sorcellerie. Klaus, un homme solitaire et excentrique, avait juré de se venger, et Weber soupçonna qu'il était derrière les disparitions actuelles. Les recherches menèrent l'équipe de Weber dans les bois environnants, où des traces de pas et des fragments de tissu noir furent découverts près d'une grotte isolée. Weber, sentant qu'il se rapprochait de la vérité, organisa une opération pour capturer Klaus. La nuit venue, l'équipe de police encercla la grotte, attendant que l'homme se montre. Soudain, une mélodie étrange résonna dans l'air, et les policiers, bien qu'avertis, ressentirent une étrange fascination pour cette musique. Weber, résistant à l'appel, ordonna à ses hommes de rester vigilants. La silhouette de Klaus apparut alors, vêtu d'une cape noire et tenant une flûte ancienne. Les enfants disparus étaient assis autour de lui, comme dans un état de transe. Weber, refusant de céder à la folie de Klaus, ordonna à ses hommes de libérer les enfants. Une lutte s'engagea, et dans la confusion, Klaus fut maîtrisé. La flûte, brisée lors de l'affrontement, sembla perdre son pouvoir, et les enfants se réveillèrent, hagards mais sains et saufs. Klaus, capturé, fut emmené pour être interrogé, et Weber, bien qu'acclamé pour avoir résolu l'affaire, ne pouvait s'empêcher de penser à la légende qui avait inspiré cette folie. Les nuits à Hamelin redevinrent paisibles, mais l'ombre du joueur de flûte continua de planer sur la ville, rappelant à chacun que certaines malédictions ne s'effacent jamais complètement.